Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la description, je reçois Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Isabelle. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens hyper bien. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager ce moment-là avec toi. Mais moi aussi, c'est top. J'adore. Est-ce que tu t'appellerais thérapeute aussi ou pas du tout ? Non, je m'appellerai pas thérapeute, mais dans le coaching, effectivement, il y a des outils de la thérapie brève, donc c'est pas une bêtise de le dire non plus. Ok, mais j'adore recevoir, comme je disais, des coachs, des thérapeutes, parce que du coup, ça a une valeur en plus, quelque chose de présenter son métier. Et puis toi, tu as la valeur de t'appeler, entre guillemets, bon, même si c'est que pour Instagram, comme tu l'avais expliqué, Self-Love Coach. Et je trouve ça tellement beau, ce nom, de s'appeler comme ça. Pour l'amour de soi, c'est top. Donc, ton compte Instagram s'appelle Sarah-6 Parisato. Je vais mettre le lien en dessous. Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition de ton métier, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, petite comment ? Petite, genre allez, on va dire 1 minute 30. Ok, c'est parti. Ça peut même être plus court que ça, parce qu'en général, si je donne une définition de mon métier au sens large d'abord, je dirais qu'être coach, c'est pratiquer l'art de savoir poser les bonnes questions. D'accord. Mon métier, c'est ça, c'est de poser des questions et c'est de cuisiner mes clientes. Et pour aller plus en profondeur, effectivement, tu l'as dit, j'aime à dire que je suis self-love coach. En réalité, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialisation, c'est le développement de l'estime de soi. Donc, j'accompagne des femmes sur cet incroyable chemin de la connaissance de soi, justement, d'accord, et la découverte de toute l'estime qu'elles peuvent avoir par le biais de questions. Ouais. Et en fait, du coup, tu leur poses des questions pour qu'elles se questionnent elles-mêmes, en fait, c'est ça, un peu ? Oui, c'est ça. Moi, je suis là pour poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser quand on est tout seul. Même quand on est déjà dans une démarche d'introspection ou qu'on est friand du développement personnel, par exemple, il y a toujours des questions vers lesquelles, naturellement, on n'ira pas parce que de se les poser tout seul, ça peut être inconfortable et on n'a pas envie d'aller là où c'est inconfortable. Ça peut être des fois dérangeant et puis il y a des questions auxquelles on ne peut pas penser seul. Et en fait, le rôle d'un coach, et mon rôle en tout cas, c'est de prendre du recul sur la situation, d'écouter ce qu'on me dit et de poser des questions qui vont aller le plus profondément possible dans ce que vit et dans ce que ressent la personne. Est-ce que tu aurais une petite définition de l'estime de soi ? Oui, alors ma propre définition. Alors moi j'aime bien définir ça comme un petit cocktail parce que je trouve qu'en général il y a tous un cocktail qu'on aime bien, on en connaît tous un. Et moi c'est mon cocktail préféré, celui de l'estime de soi. Et dans ce cocktail-là, il y a 3 ingrédients. La confiance en soi, qui n'est pas pareil que l'estime de soi, c'est vraiment
la confiance en soi est un élément, un des ingrédients de la recette de l'estime de soi. L'image de soi, donc le rapport qu'on a avec notre image, et l'amour qu'on se porte, finalement la façon dont on s'aime ou pas. Et puis selon les courants, on va pouvoir y rajouter des petits ingrédients comme l'affirmation de soi et l'acceptation de soi. Ça vient en suivant. Et tout ce package-là, c'est la recette, la définition de l'estime de soi. D'accord, ouais. Alors, j'inclus. En fait, au final, tu penses que c'est l'amour de soi, non, l'estime de soi dans l'amour de soi, ou plutôt l'inverse? C'est plutôt l'inverse. Je dirais que l'amour de soi, l'estime de soi et le rapport qu'on a avec notre image, ce sont des ingrédients de l'estime de soi de manière globale. D'accord, ok. Super définition. Et en fait, moi, je vais parler de mon ressenti parce que du coup, Sarah, je t'ai connue via une amie, Marine. Et puis, je me suis dit, tiens, quand on a discuté de faire un épisode ensemble, je me suis dit, quand j'apprends à connaître aussi mes invités, quand j'ai la possibilité, j'aime bien aller dans leurs ateliers, aller comprendre exactement ce qu'ils font. Et du coup, j'ai fait un self-love café. Oui. C'est des ateliers collectifs que tu crées tous les mois. Tous les mois, un midi, de 12h30 à 14h, où en fait, avant ça, tu nous contactes, on peut poser des questions. J'avoue que moi, j'ai complètement zappé. Je suis arrivée là sans poser de questions, mais il y avait des super questions des filles. Et puis, j'ai beaucoup apprécié parce que on rencontre des femmes, alors de tout horizon, avec chacune, on apporte un peu notre petite vérité entre guillemets, et nos petits tips aussi. Et c'est bien agréable parce que du coup, toi, tu es là un peu en observatrice, mais tu nous cuisines un peu au final et tu nous questionnes. Et du coup, ça nous apporte tout ça. Et en 1h30, j'avoue que j'ai apprécié énormément ce moment-là parce que même encore maintenant, vu que tu nous demandes de fixer des objectifs pour le temps d'après, du coup, j'y pense très souvent et chaque jour, je me dis, attends, rappelle-toi ce que tu avais dit à l'atelier de Sarah pour toi, etc. Et même encore ce matin, je me suis dit, mais en fait, ça y est, tu viens de finir. Moi, mon objectif, c'était de prendre du temps sur moi, sur ma semaine avec mon fils. Et là, je viens de finir et je me suis dit, est-ce que tu as réussi? Bah oui, du coup, alors qu'avant, tu n'y arrivais pas. Et du coup, tu as réussi à prendre du temps pour toi. Tu t'es dit, 10 minutes le matin, c'est déjà quelque chose. Et chaque matin, j'ai réussi, alors différemment, parce qu'avant, je prenais, en fait, pour t'expliquer, comme ça, tu auras déjà le petit point. Avant, je faisais ma méditation dans la journée en me disant, il y avait une période, je faisais vraiment régulièrement tous les matins, sauf que là, c'est la période où mon fils a envie qu'on dorme ensemble. Et c'est très compliqué pour moi de faire cette méditation tous les matins comme je le faisais avant, quotidiennement. C'était dans mon quotidien, dans mes habitudes. Là, je me retrouve à me dire, merde, comment je vais le faire le matin, mais 10 minutes, parce que ça me fait du bien. Et quand je ne l'ai pas le matin, c'est difficile pour moi de vivre une journée. Mais vraiment, je le sens quand je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, attends, mets ton téléphone et tes écouteurs à côté du lit et tu te réveilles genre un quart d'heure avant lui et c'est bon. Et du coup, je l'ai fait cette semaine et j'ai réussi à le faire tous les jours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement simple. Et maintenant, c'est agréable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu ton atelier, je ne l'aurais pas fait. Génial, merci pour ce retour. Et donc, c'est génial parce que du coup, ça m'a refait me reposer, me re-questionner sur prendre soin de moi la semaine où j'ai mon fils. Et du coup, en garde alternée, je l'avoue, une semaine sur deux, c'est compliqué. Et là, maintenant, ça devient une habitude quotidienne et c'est génial. Et je trouve que pour ça, merci pour ça, du coup, j'arrive à prendre plus soin de moi dans ce genre de cas. Du coup, moi, j'ai d'autres personnes qui ont témoigné en fait pour toi. Et donc, je vais te partager ces petits témoignages. J'ai connu Sarah lors d'un coaching collectif dans lequel elle dénotait des autres coachs parce qu'elle était complètement axée sur chaque individualité du groupe et qu'elle nous portait, qu'elle voyait de son œil tout le positif dans nos difficultés et ça nous aidait beaucoup. Puis son humour et sa bienveillance, c'était vraiment un moment de convivialité. D'ailleurs, moi, les coachings, je les faisais le soir parce que je suis pas du matin. Et je me levais chaque samedi matin à 10h exprès pour être avec elle et le groupe. Tellement c'était chouette. Donc oui, Sarah, c'est une petite pépite. C'est Stéphanie, elle s'appelle. Oui, je l'ai reconnue. Et du coup, j'ai contacté des personnes avec qui j'étais dans cet atelier et ça a été génial. Et donc, j'en ai un deuxième pour toi.
Alors Sarah, moi j'ai eu le plaisir de faire des self-love café avec elle. Pour un peu comprendre ce que c'est, en fait, c'est une réunion mensuelle qu'organise Sarah, donc une fois par mois, des rencontres qu'entre femmes. Et en fait, dans ces rencontres, il y a, pour avoir une idée, c'est beaucoup de bienveillance, d'amour, de partage, de diversité, parce qu'en fait, d'une fois sur l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes femmes de présentes, mais en même temps, je trouve ça beau parce que du coup, ça permet d'avoir différents échanges et des partages très forts. Et je trouve ça trop chouette que Sarah ait mis ça en place parce que je trouve que ça manque beaucoup dans notre société actuelle et qui fait tellement du bien en fait de faire ça que franchement, c'est trop bien quoi. Donc merci beaucoup Sarah pour cette super opportunité du coup que tu renouvelles tous les mois. Voilà, j'imagine que tu sais qui c'est. Oui. C'est Marie Analia et donc c'est des femmes que moi j'avais rencontrées, donc je me suis dit autant contacter des personnes que j'ai connues entre guillemets par cet atelier. Et c'est vraiment, enfin voilà, moi je ne te connais pas en coaching individuel, mais enfin voilà, dans le collectif c'est génial parce que oui, t'apportes tes petites questions, tes petites choses et c'est génial et vraiment ça m'a aidé. Donc merci déjà pour ça parce que j'aurais jamais mis ça en place comme je disais si tu n'avais pas été là. Qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs de tout ce qu'on a dit toutes les trois, ces trois témoignages? Déjà merci à vous trois pour ces témoignages et ces retours qui sont très riches, très enrichissants. Je suis un petit peu émue forcément et puis surtout je suis fière. Je suis très très fière parce que ce qui ressort de vos trois témoignages finalement c'est tout ce pourquoi je fais ce travail-là. C'est ce qui me passionne clairement, c'est cette envie de partage, cette envie d'élever l'individu. Même au sein du collectif, parce que c'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on n'a pas notre place à soi et que ça puisse se ressentir, que ça puisse être transmis de cette façon-là et que ça puisse être les retours qui sont faits. Je peux pas rêver mieux parce que ces femmes-là, effectivement, et tu en fais partie, c'est des perles avec une valeur qui leur est propre et un potentiel énorme. Et donc oui, je suis touchée qu'elles ressentent ça et qu'elles aient pris aussi le temps et que tu aies pris le temps pour m'encourager et me faire passer ces mots-là parce qu'il y a des jours où dans notre quotidien d'entrepreneur, on se dit est-ce que finalement on fait pas tout ça pour rien ou est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis pas toute seule dans mon aventure? Est-ce que je suis pas trop idéaliste? Et d'entendre ça, on me dit non, même si à la fin de l'aventure on n'est que 4, c'est pas d'idéalisme, tu vois, c'est que ça fait du bien à ces personnes-là, donc c'est pas là pour rien. Je te les enverrai. Souvent, ce que je fais aux invités, c'est que je leur envoie après. Du coup, s'il y a des moments de doute, n'hésite pas à les réécouter parce que c'est plutôt appréciable, je trouve, de réécouter des messages comme ça sur notre métier, du coup. Merci. On va revenir sur le tout début de ton métier. Comment tu es devenue coach? Est-ce que c'est des éléments de ta vie personnelle ou des éléments de ta vie professionnelle qui t'ont fait devenir coach? Les deux, mon capitaine. Les deux. Ça a été nourri d'abord par les événements de ma vie personnelle. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça n'implique pas que moi, oui. Mais familialement et dès plus jeune par des figures d'autorité par une figure d'autorité en particulier que j'admirais, que j'aimais profondément, et j'ai ressenti, je me suis sentie très jeune attaquée sur mon rapport à mon image, et donc je me suis construite déjà avec beaucoup de doutes sur l'image que j'avais de moi, beaucoup de dévalorisation qui venait de l'extérieur mais qui du coup se nourrissait aussi à l'intérieur, forcément grandissait à l'intérieur. Et puis, même si j'ai été profondément aimée et que j'ai eu une super enfance et une maman extraordinaire, et ça mérite d'être souligné, et forcément, j'ai aussi mis en doute mes capacités à faire mes propres choix, à aller dans la direction que je voulais, parce que, comme beaucoup, il y a des petites injonctions, même involontaires, même inconscientes, qui ont été transmises. Et qui ont nourri mes croyances. C'est ce qui fait que j'ai grandi avec ces deux éléments-là un petit peu bancals, si on peut dire. Et ces éléments un peu bancals, ils sont venus déséquilibrer aussi l'amour que je me portais. Parce que si je me sentais pas capable et qu'en plus je trouvais que j'avais une image, que je renvoyais une image qui était pas terrible et que je savais pas me regarder avec bienveillance, forcément j'avais du mal à m'aimer. Même si j'étais aimée de l'extérieur. Oui. Et donc ça a été
une première constatation que j'ai fait des années après. J'en avais pas conscience en le vivant. Quand on a 10 ans, 15 ans, 18 ans, c'est difficile de réaliser tout ça. Mais quand j'ai commencé à pouvoir me poser la question, à me dire, OK, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui me font souffrir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Les mots amour de soi, estime de soi sont venus au fil de mes recherches. Et ma première grande question, ça a été comment est-ce que je peux arrêter ce schéma-là pour moi. Donc, tu vois, c'est très, très individuel au début. T'avais quel âge du coup, Sarah? J'avais quel âge? Oui, je devais avoir 19 ans. J'étais à la fac, je faisais mes études et ouais, il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Et j'avais vraiment pas envie de vivre comme ça. En parallèle, j'ai vécu et je vis une très très belle histoire d'amour avec mon mari et on s'est rencontrés quand j'avais 14 ans et il m'a demandé un mariage. Donc j'étais jeune, mais déjà là, la première réflexion que je me suis faite, c'est OK, tu vas épouser cet homme-là et tu l'aimes, mais tu as des attentes. Tu veux qu'il t'aime, tu veux te sentir belle dans ses yeux. Et j'ai eu conscience que pour que ce soit vrai, je pouvais pas me désaimer. Que si moi je m'aimais pas, ben je pouvais pas lui demander, j'avais pas le droit de lui demander de m'aimer inconditionnellement si moi j'étais pas capable de parler bien de moi, si j'étais pas capable de me trouver jolie, de m'aimer et de prendre soin de moi. Donc cette démarche-là s'est vraiment accentuée, a vraiment pris plus de force. Et petit à petit, eh ben, je suis devenue une passionnée de l'amour de soi parce que j'ai vécu finalement, j'en ai vécu tous les bénéfices dans ma vie. J'ai plus confiance en moi, je m'aime, j'ai un rapport à mon image qui est beaucoup plus sain. Et puis les années ont passé et je suis tombée enceinte. Et là, une autre grande question se pose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir transmettre à mon fils ce sentiment de sécurité et de confiance en soi. Et c'est pareil, une de mes premières réflexions, ça a été de dire, déjà, faut qu'il ait des parents qui aient confiance en eux. Parce qu'on va être son modèle et parce qu'un enfant, au début, ça marche par mimétisme. Et que si moi, je parle mal de moi et si moi, je continue de me dévaloriser par moments, il va prendre ce réflexe-là parce que ce sera tout son univers. Donc, j'ai continué à cultiver ça et je continue de cultiver ça, un cocon dans lequel mon fils peut s'épanouir. Et pour que mon fils s'épanouisse, il faut que sa maman s'épanouisse individuellement, que son papa s'épanouisse individuellement et qu'ensemble, tous les trois, on puisse s'épanouir, quoi. En fait, tu as fait un peu de ton expérience personnelle d'enfant, ton expérience de parent au final. Enfin, ça t'a entre guillemets marqué et du coup, ça t'a permis de voir un peu ce qui était bien, ce qui était moins bien et ce qu'on t'avait apporté dans l'amour et ce que tu voulais en plus, entre guillemets, pour toi, on va dire. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. C'est souvent quand on vit quelque chose enfant, soit on le reproduit, soit on fait tout l'inverse. Oui. En général, en tout cas, c'est une généralité, mais c'est ce qu'on dit. Et effectivement, je me suis dit, OK, j'ai pas bien vécu ça. Qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Et alors, évidemment, j'ai pas de recette magique et je ne fais pas tout bien, qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, ce que j'en fais aujourd'hui, ça me plaît parce que je trouve que c'est positif, c'est différent de ce que j'ai connu, mais ça nous fait du bien. Et ça c'est mon cheminement personnel et c'est pas ce qui m'a amené à être coach, mais c'est ce qui m'a amené à me spécialiser dans l'estime de soi. Et donc, du coup, pour le côté professionnel, parce que tu as dû avoir quand même un parcours professionnel pour t'amener à devenir coach, quel a été ton parcours? Oui, j'ai eu un parcours professionnel. J'ai commencé mes études en me disant, je savais pas quel métier je voulais faire. J'étais partie vers l'orthophonie, donc j'avais fait des sciences du langage et de la communication, parce que je m'étais dit, je voudrais faire un métier où je peux accompagner les gens. Je sais pas lequel. L'orthophonie, ça me semblait coller à mes critères, parce que je voulais accompagner les gens à développer quelque chose et je voulais que ce soit palpable. C'est-à-dire, je voulais voir l'évolution de notre travail commun. Et donc, j'étais partie vers l'orthophonie et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Et finalement, j'ai été contactée par une très grande entreprise qui m'a permis de me développer en interne en tant que coach. Donc, j'ai découvert en tout cas des bribes du métier de coach, mais c'était dirigé vers des accompagnements pour la perte de poids. D'accord. Et j'ai trouvé ça formidable parce que j'accompagnais des groupes de femmes, effectivement, dans leurs objectifs de perte de poids. Mais plus le temps avançait, plus le temps passait, plus je me disais, il y a quelque chose qui va pas dans ce que je vis et dans ce que je travaille aujourd'hui.
Parce qu'en fait, je me rendais compte que toutes ces femmes-là, elles perdaient du poids pour s'aimer mieux. Et moi, j'avais l'intime conviction qu'il fallait commencer par s'aimer mieux avant de perdre du poids pour être dans un bon processus. Pour moi, on n'était pas dans le bon sens. Ouais, je comprends. Oui, c'est ça. Mais j'avais cette idée que si elle s'aimait pas, je dis n'importe quoi, mais si elle s'aimait pas à 150 kilos, il n'y avait pas de raison qu'elle s'aime plus à 50 kilos, parce que il y avait un rapport au-delà du rapport à leur image qui était important. Et tu les suivais du coup quand elles, enfin voilà, j'imagine que tu avais quand même l'évolution physique, elle devait t'en parler, mais l'évolution morale et tout ça, est-ce qu'elles t'en parlaient de l'estime de soi ou de l'amour de soi quand elles évoluaient et entre guillemets à la fin de leur parcours de perte de poids? Oui, parce qu'on en parlait, mais de façon très superficielle, puisque c'était pas le nerf de la guerre, si on peut dire ça. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu par exemple des femmes qui avaient perdu 50 kilos et qui, au bout des 50 kilos, n'étaient toujours pas satisfaites finalement, alors que 50 kilos, c'est une perte de poids considérable. Elles n'étaient pas satisfaites et c'était flagrant. Elles se reconnaissaient pas, elles savaient pas qui était dans le miroir face à elles. Elles s'étaient concentrées sur un objectif et tout le reste avait disparu autour. Et puis, il y avait plein de choses identitaires à reconstruire parce que si ces 50 kilos étaient là, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et maintenant, ils étaient plus là et il fallait les remplacer par quelque chose, mais par quoi? Oui. C'est compliqué, enfin c'est compliqué. Disons que j'imagine que les parcours étaient compliqués. Donc du coup, à ce moment-là, tu as été déçue. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vision de ton métier? J'ai été déçue. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur de faire du dégât dans la vie de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'elles étaient contentes de ce qu'on vivait ensemble, mais je me suis tellement rendu compte que ça suffisait pas, que je n'étais pas satisfaite, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir les amener vers quelque chose qui leur faisait vraiment du bien. Donc du coup, j'ai décidé de quitter mon entreprise. Je suis partie et puis j'ai décidé d'aller me former, d'aller m'outiller pour pouvoir accompagner ces femmes-là, par exemple, dans quelque chose de plus profond et, de mon point de vue en tout cas, de plus vrai, de plus authentique. Donc, j'ai décidé de quitter complètement le monde de la perte de poids. D'accord. Et du coup, tu as fait des formations ensuite pour devenir coach? Oui, exactement. J'ai fait des formations. J'ai fait une formation longue d'un peu plus d'1 an de formation au titre de coach professionnel. Une certification RNCP qui m'a permis d'apprendre plein d'outils, d'apprendre la bonne posture de la coach que je suis aujourd'hui, qui m'a appris de découvrir des outils comme l'analyse transactionnelle, l'intelligence émotionnelle, que j'affectionne profondément et qui me permettent aujourd'hui de questionner de la bonne façon, ou du moins d'une façon plus pertinente, en tout cas, les clientes que j'accompagne. L'agence émotionnelle, c'est ça que tu... Non, l'agence... L'intelligence émotionnelle. Ouais, et c'était quoi le mot avant l'intelligence? L'analyse transactionnelle. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'analyse transactionnelle et l'intelligence émotionnelle, par exemple, c'est des outils qui vont nous permettre d'aller creuser en fonction des problématiques sur la personnalité et les schémas et les modes de fonctionnement mis en place par les personnes que j'accompagne. Alors, c'est difficile à expliquer en quelques mots parce qu'il y a beaucoup de notions très importantes dans l'intelligence émotionnelle, dans l'analyse transactionnelle ou dans la PNL, par exemple, dans la programmation neurolinguistique. Mais effectivement, s'ils sont choisis au bon moment, et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, ça me permet, et ça permet à ma cliente de se rendre compte de ses comportements et de mieux se connaître. Ouais. Les petits outils que tu emploies au bon moment, entre guillemets, du développement personnel. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que dans ta famille, il y a des coachs, il y avait des gens qui étaient déjà coachs, des oncles, des tantes, des parents Non, c'est assez inédite dans la famille. Je serai la première de la lignée. La toute première. Eh oui. Sarah première. C'est ça. J'aimerais aussi savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'est lié à ce métier où tu as été déçue? Pourquoi tu as choisi les femmes? J'ai choisi les femmes parce que moi, ce que j'ai connu de plus jeune, en tout cas ce que j'ai observé, et ce qui m'a touchée, impactée émotionnellement, en tout cas, outre ma propre personne, ce sont des femmes qui ont manqué d'estime d'elles. C'est-à-dire que j'ai souffert, entre guillemets, c'est un grand mot, mais j'ai souffert de voir certaines femmes que j'aimais profondément se dévaloriser,
manquer d'amour propre même quelquefois et de temps pour elle, etc. Et du coup, c'est ce qui est venu surmotiver encore plus mon projet. J'ai bien conscience que les hommes aussi manquent d'estime d'eux, bien sûr. C'est encore un peu tabou. C'est-à-dire que il y a une différence de comportement. Une femme va plus volontiers assumer le fait qu'elle manque d'estime d'elle-même parce que culturellement, finalement, c'est presque normal de pas s'aimer. Alors qu'un homme, et je fais des généralités, pardon, parce qu'ils sont pas tous comme ça, c'est vrai, mais un homme qui va manquer d'estime de lui, par exemple, il peut plus facilement bomber le torse et faire comme si. Oui. Et en fait, je me suis senti le cœur pour les femmes parce que c'est une approche complètement différente. Et que je me suis dit que si je me mettais à fond dans cette approche féminine-là, je serais la plus pertinente possible, en tout cas pour elle. D'accord, ok. Oui, c'est de par tes expériences toujours que tu t'es dit plutôt les femmes. Je comprends. Du coup, toi, dans le coaching, tu fais beaucoup plus d'individuel ou de collectif? Alors, on a parlé de ces ateliers Self-Love Café, mais comment se constituent tes accompagnements, du coup? Je fais beaucoup plus, effectivement, d'accompagnement individuel parce que ça nous permet d'aller dans des sujets plus intimes, d'installer une confiance plus rapidement et puis d'aller au cœur des problématiques vraiment. Et puis, ça permet à la personne que j'accompagne d'avoir plus de temps finalement à la réflexion. Donc voilà, moi je privilégie vraiment l'accompagnement individuel dans le cadre du développement personnel en tout cas. Là, je suis en train de mettre en place des accompagnements collectifs, mais plus dans le cadre professionnel. Toujours autour de cette notion de l'estime de soi, mais plus dans le cadre professionnel, ce qui fait que c'est des problématiques récurrentes qui vont venir, tandis que dans le domaine personnel de l'estime de soi, en fait, même si c'est l'estime de soi le chapeau, ça peut être des problématiques vraiment différentes et des objectifs vraiment différents. D'accord. Tes accompagnements individuels se font plutôt en présentiel ou en visio? En visio. Ouais, comme ça, je peux travailler avec des femmes qui sont de partout en France. C'est déjà bien. Et puis, ça nous permet d'avoir en tout cas à moi, ça me permet d'avoir des horaires plus flexibles puisque pas de transport. J'ai un petit garçon de 2 ans, donc ça me permet d'être à la maison tout en travaillant et ça, c'est chouette. Ah, tu m'étonnes. Allier le professionnel et le personnel, c'est génial. Je voudrais qu'on revienne sur l'univers du coaching. En préparant cette interview, je me suis dit, alors, parce que coaching, en fait, je trouve que ça fait vachement visualiser le sport. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est plus un coach de sport qu'un coach je saurais pas décrire ton métier, mais c'est vrai que c'est plus compliqué et je sais pas, dans votre formation de coach, est-ce qu'il y a beaucoup de coachs de sport justement? Je voudrais savoir exactement comment sont ces formations. Oui, alors non, dans ma formation de coaching, il n'y a pas de coach de sport. C'est pas du tout, ça n'a même pas grand-chose à voir finalement. On va pouvoir trouver par exemple dans ma formation de coaching des coachs qui vont se spécialiser dans un domaine sportif, par exemple dans le tennis ou dans le basket ou même dans le sport de manière générale, mais qui vont être ce qu'on va appeler des coachs de performance. Donc, qui vont venir par le biais de questions aussi, finalement, permettre à un sportif de haut niveau, donc là, on est plutôt sur ces tranches-là, un sportif de haut niveau d'aller au plus loin de ses capacités et de son potentiel. Les coachs de sport, en tout cas dans ma carte du monde, là, quand tu me dis coach de sport, je vois le coach qui m'accueille dans ma salle de sport, quoi, et qui vient me donner des conseils sur mon vélo ou sur mon elliptique. Et donc, eux, non, ça n'a finalement, et sans dénigrer du tout leur profession, qu'on soit d'accord, mais on a des formations qui n'ont rien à voir parce que c'est pas la même définition du coaching. Toi, dans ton métier de coach, dans le terme de coach certifié RNCP, du coup, il n'y a pas de conseils justement comme dans les coachs de sport au final. Non, exactement. Nous, on est défendus même de donner des conseils. C'est hors de notre champ de pratique. D'accord. Donc, un coach qui donnera des conseils n'est pas un coach. N'est pas un coach. Et donc, s'il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de... On avait discuté en préparant cette interview aussi du fait de ne pas avoir de diagnostic aussi, du coup.
Exactement. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ça fait partie de notre déontologie, de notre cadre de travail, parce qu'on a une déontologie. C'est effectivement donner du conseil, poser des diagnostics. On n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue. Donc on n'est pas là du tout pour poser des diagnostics. Et en fait, on part de l'idée où, à partir du moment où on vient donner du conseil, c'est qu'on vient apporter notre propre carte du monde. Oui. Alors que mon rôle de coach à moi, c'est de me plonger dans la carte du monde de ma cliente et de croire tout ce qu'elle va me dire. C'est-à-dire, je vais alors exagérer les traits, mais si par exemple ma cliente vient en me disant la planète est carrée et le ciel est vert, mon rôle de coach à moi, c'est de me plonger dans son univers et de me projeter sur une planète carrée dans un ciel vert. D'accord, ok. Et en fait, si je commence à lui dire, non, la Terre elle est ronde, le ciel il est bleu, je vous conseille d'aller étudier un petit peu tout ça, ça va venir créer du choc, ça va venir effondrer toute son identité, ses croyances. Donc mon objectif, ça va être de la questionner là-dessus, mais je peux pas y apporter ma carte du monde parce que ça sera pas ses réponses à elle. Et si ça se trouve, elle vit très bien en imaginant que la planète est carrée dans un ciel vert. Et dans ce cas-là, qui je suis moi pour faire changer ces croyances-là? Ouais, c'est vraiment apporter les outils. Je comprends totalement ce que c'est en fait. C'est vraiment pas, comme on fait dans certaines médecines où on te donne les clés et après c'est à toi de réfléchir. Comme dans beaucoup moi j'ai travaillé dans un hôpital de jour d'obésité. Alors là c'était on t'apporte les clés, mais petit à petit on sème des graines en fait. Et c'est ça que tu fais, c'est tu sèmes des graines. T'es un peu jardinière en fait. Ouais, mais c'est exactement ce que je dis, que je sème des petites graines de self-love. Il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Ouais. Mais mon objectif à moi, c'est vraiment que ma cliente, elle reparte responsabilisée et autonome. C'est pas qu'elle revienne demain, sinon, pardon, mais j'ai loupé un peu le coche. Et d'ailleurs, c'est bien de le préciser, mais mes accompagnements ne vont jamais au-delà de 12 séances. D'accord. C'est-à-dire que je peux pas faire un accompagnement sur 1 an parce que sinon, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Avec ma cliente, quand elle arrive, on fait un état des lieux, ça peut durer quelques séances, mais on choisit un objectif vers lequel elle veut avancer. Ce qui ne veut pas dire que dans 6 mois, elle ne peut pas revenir pour travailler un autre objectif, mais il y a eu une page de tournée, il y a eu une pause, un break, et elle est autonome et responsabilisée. Si elle a besoin de moi, c'est que j'ai loupé quelque chose. D'accord. Non, mais c'est génial. J'adore. Je voudrais revoir un peu le prix d'une séance chez toi, du coup, une séance de coaching, du coup. Individuel, ouais. Une séance de coaching chez moi, c'est 62 €. Alors, on avait discuté de ça, je sais plus, mais je crois que c'était quand on avait discuté de l'épisode quand on était avec Marine ce soir-là. Tu nous avais expliqué que justement, tu pensais aussi à ces femmes qui avaient des difficultés financières, et du coup, tu aidais d'une façon différente, et j'aimerais beaucoup en parler. Oui, et c'est effectivement ce qui me contrarie beaucoup dans le métier du coaching, et en même temps je le comprends parce que je le vis en tant qu'entrepreneur, mais c'est l'inaccessibilité de l'accompagnement. En fait, 62 €, ça paraît déjà énorme, hein, même moi quand je le dis, je me dis non, c'est pas accessible du tout pour tout le monde, parce que si on compte 12 séances à 62 €, ça fait un sacré forfait, un sacré budget. Et ce qui se passe dans le coaching souvent, c'est que, alors ça, c'est la fourchette basse des tarifs de coaching, mais c'est qu'on est quand même dans ce genre de prix-là, par exemple, et qu'en plus, on fait payer la totalité de l'accompagnement en 2 ou 3 fois. Ça, c'est une première chose à entendre. Donc, moi, la première, je serais incapable de faire un chèque de 350 € pour me faire accompagner exactement. demain. Ouais. Donc ça, c'est la première chose qui a nourri mon idée d'être un peu plus accessible. Donc, je vais être claire. Déjà, mes accompagnements payants, ils sont financés à la séance. Ce qui, moi, me permet pas du tout d'avoir des fins de mois extraordinaires, on est honnête. Ouais. Parce que sinon, il faudrait que je fasse 10 heures de coaching par jour et ça n'a aucun intérêt, ni pour mes clientes, ni pour moi. Mais c'était déjà ma première initiative vers une bonne accessibilité. Et puis après, je me suis projetée et je me suis posé les questions. Moi, si je devais me faire accompagner par une coach spécialisée dans l'estime de soi, à quel moment dans ma vie ça aurait été le plus judicieux? Et en fait, je me suis rendu compte que les moments où j'avais le plus manqué de confiance en moi, moi, c'était ma phase étudiante, et que j'avais déjà rencontré des femmes qui manquaient profondément de confiance en elles, et ça pouvait être des femmes qui n'avaient pas de travail, qui étaient dans des périodes de transition, des mamans au foyer, et qui n'avaient pas un budget énorme. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place pour rendre accessible mon coaching, mais pour qu'il y ait quand même derrière une notion d'engagement. J'ai essayé de faire des coachings gratuits, même avec toute la meilleure bienveillance du monde, finalement, comme c'est gratuit, que ça ne nous coûte pas, au bout d'un moment, on a facilité à décaler le rendez-vous, ça
Ça perd un degré d'importance, même malgré nous. Oui. Exactement. Donc, il fallait trouver une solution, en tout cas pour moi, une solution pour que la personne puisse s'engager, investir quelque chose, mais à la hauteur de sa bourse. Oui. Et du coup, j'ai proposé une offre qui est destinée aux étudiantes et aux demandeuses du RSA, aux bénéficiaires du RSA, qui s'appelle le Troc Coaching. J'ai mis en place une wish list, un petit peu comme les listes de naissance, finalement, avec plusieurs objets autour de ma vie professionnelle, hein, mais que j'aimerais acquérir dans un futur plus ou moins proche, qui sont à des prix situés entre 5 et 25 euros. Génial. Et donc, en fait, la personne qui décide, qui est étudiante ou bénéficiaire du RSA, qui décide de se faire accompagner, après chaque séance, elle peut choisir un objet dans cette liste-là. Il y a beaucoup de livres, et puis décider de me le faire parvenir pour finalement me remercier de cette séance et s'engager un petit peu. Et si elle a 25 euros de budget, elle a 25 euros de budget. Si elle a 5 euros de budget, c'est complètement OK. Et comme c'est beaucoup de livres, je leur propose systématiquement de prendre le temps de faire des recherches pour trouver le même livre, mais d'occasion, finalement, et quelquefois à 4 fois moins cher, des fois c'est même moins de 5 euros, mais parce que je suis complètement OK pour de la seconde main, et tant mieux si elle s'y retrouve, et puis moi aussi parce que c'est des objets que je souhaitais acquérir. C'est génial. Franchement, je trouve cette initiative super, parce que du coup, ça permet vraiment d'être accessible pour tout le monde. Et puis du coup, comme tu dis, tu fais des visios, donc ça peut être partout en France. Et au final, si tu la cherches... En fait, le truc, c'est que c'est aussi un cadeau pour toi, parce que si vraiment tu as voulu rechercher ce cadeau d'occasion, du coup, tu as fait des recherches aussi. En plus, tu as eu l'investissement de ton coaching, mais l'investissement de payer ta coach encore plus. Donc, c'est génial. Franchement, bravo pour ça, Sarah. J'apprécie beaucoup ce geste que tu fais envers ces femmes. Merci. Je veux juste préciser, je me permets quand même, parce que je peux pas évidemment en faire 10 à la fois. Oui, c'est vrai. Du coup, je suis une étudiante. Alors, c'est pour l'instant, j'ai eu des étudiantes sur cette offre, mais j'en suis une à la fois. Ouais. Par contre, j'ai mis en place une liste d'attente qui permet aux personnes intéressées de m'envoyer un message via cette liste d'attente. Et moi, je les recontacte en disant, il y a un coaching en cours, mais a priori, je fais une estimation. À telle période, il sera terminé. Et dans ce cas-là, on pourra continuer l'aventure ensemble. Non, c'est déjà bien, parce que du coup, tu investis quand même du temps pour ça, et une liste d'attente, c'est très bien aussi. Je voudrais revenir sur quelque chose dont on a parlé aussi en préparant cette interview, c'est sur les coachs. Alors, j'ai interviewé il y a peu de temps une thérapeute transpersonnelle, et on n'en avait pas parlé, mais je trouve que ça peut être sympa d'en parler avec toi, sur le fait j'en ai parlé aussi avec j'ai fait une interview avec un acupuncteur qui analyse les rêves, et je trouve que c'est quand même c'est des personnes dont moi j'ai confiance, et je sais qu'elles travaillent sur leur développement, sur des formations, etc. Mais je suis persuadée, et je le vois aussi sur les réseaux sociaux, des dérives sectaires en fait par rapport au coaching, et je voulais revenir là-dessus. Oui, merci de me donner l'opportunité de parler de ça, parce que ça me tient vraiment à cœur. Effectivement, il y a une tendance, et qui est encore plus appuyée depuis le confinement, un accroissement du nombre de coachs, du coach en tout d'ailleurs. On le voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il pleut des coachs. Il pleut des coachs venus de nulle part. Et que c'est important de le savoir, le Midiluv, donc qui recense toutes les dérives sectaires en France. D'accord. C'est un organisme, je vous invite à jeter un coup d'œil sur leur site, c'est vraiment passionnant. C'est le Midiluv, c'est lutte contre les dérives sectaires, c'est ça? Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et justement recensé en 2021 ou en 2022, je sais plus, ce sera à vérifier, mais recensé donc le nombre de dérives sectaires reçues dans l'année, de signalements. Et le développement personnel, dont le coaching, était placé en 3e position après la santé et les mouvements de chrétienté comme les témoins de Jéhovah, etc. Et ça me paraît hyper important de le souligner parce que en réalité, le fait est qu'on s'improvise pas coach, et que on n'est pas. C'est des super qualités de coach que d'avoir une écoute attentive et bienveillante, que d'être dans l'empathie. Mais le coaching, c'est pas juste ça. Donc, effectivement, c'est important de se renseigner quand on veut se faire accompagner, d'aller farfouiller un petit peu dans le passé de notre coach, dans ses certifications, dans ses formations, dans ses bagages professionnels, parce que on ne naît pas coach, pour le coup, contrairement à ce qu'on peut voir. Et justement, ce qui est fou, c'est qu'en fait,
plus on est en baisse d'estime de soi, plus on va vers des personnes des fois où on le sent que c'est pas la bonne personne. Moi, je sais qu'il y a des périodes où j'allais vers des personnes en me disant si, il faut que tu te fasses aider. Sauf qu'en vrai, je me rendais compte que, comme tu dis, elle était coach de vie, je me souviens. Et en fait, elle apportait des conseils de sa vie perso. Et elle, en fait, par effet miroir, elle me disait des choses de sa vie. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est pas normal qu'elle me parle d'elle. Et j'avais cette petite conscience de me dire, non, des personnes qui, normalement, t'accompagnent ne te parlent pas d'eux. Ils sont pas dans ce type d'accompagnement. Et ça fait peur parce que si j'avais continué, moi, je crois qu'une séance après, je me suis dit, bon, prends-en une dernière. Et au final, je me suis dit, non, en fait, non, tu veux pas continuer. Si tu t'écoutes vraiment, tu sens c'est pas l'accompagnante que tu veux. Et je pense qu'il y a des personnes dans une baisse d'estime, dans une faible estime d'eux-mêmes, ils continuent quand même avec ces personnes, sachant que elles leur prennent de l'argent, elles ne les aident pas, elles les affaiblissent dans leur estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment peur en fait de dire que tout le monde entre guillemets peut devenir coach sans avoir de diplôme, sans avoir été contrôlé. Donc ouais, je trouve ça extrême et que ce soit 3e, c'est vraiment fou quand même. Oui, c'est énorme. Et ce que tu dis, c'est important. En fait, souvent, quand on va se faire accompagner, surtout pour un manque d'estime de soi, c'est peut-être parce qu'on est dans une période, en tout cas, plus vulnérable, de plus grande vulnérabilité dans sa vie. Et ça veut dire qu'il y a un endroit dans lequel on va être influençable. Et ça fait partie de notre code de déontologie, effectivement, normalement, en tout cas, de pas abuser de notre influence, de pas user même carrément de notre influence, parce qu'effectivement, et c'est en ça que ça peut être très vite catalogué dérive sectaire, on peut venir semer nos propres idées dans la vie de quelqu'un, sauf que peut-être que ça lui conviendra pas, peut-être que ça ne sera pas compatible avec son environnement, avec son écologie, avec son entourage. Il y a des personnes qui vont suivre un coaching et qui vont par exemple se séparer parce que le coach a semé cette idée-là. Si ça va pas, c'est la faute de l'autre. Enfin, c'est des exemples concrets, mais moi j'ai déjà reçu des clientes qui avaient été coachées auparavant, qui ont été diagnostiquées, qui ont reçu des conseils et qui m'ont dit à force de discuter avec toi, je viens pour voir si c'est différent. Et de fait, ça l'est. Mais effectivement, qui reviennent avec des casseroles qui, moi, me brisent le cœur. Parce que ça fait germer quoi ? Ça fait germer de la culpabilité. J'ai pas réussi, je me suis fait accompagner, j'ai pas réussi, ou je me suis mise encore plus dans la mouise. J'en suis pas capable. C'est de ma faute, si, etc., etc. Et c'est dangereux. Et alors, si tu savais à quel point je me mesure là, mais en réalité, c'est un sujet qui vient toucher à mes valeurs, qui sont celles du respect et de l'autre et de l'amour avec un grand A. Et ça me met dans une colère noire quand je vois effectivement des coachs sortis de nulle part qui vont faire des programmes magiques pour faire avancer leur coaché, parce que c'est pas du coaching. Donc je veux bien que vous exerciez votre profession, mais ne nous mettez pas tous dans le même panier, parce que c'est le danger aujourd'hui. Nous, on se bat, notamment avec l'organisme qui s'appelle le CIMAC, pour que ce soit réglementé au maximum. Là, il y a déjà une certification qui fait partie du répertoire professionnel mise en place par le ministère du Travail, et c'est déjà un grand pas en avant pour nous. Mais maintenant, on se bat pour que ce soit une profession réglementée, parce que on est fatigué de jongler avec la réputation de coachs qui font du dégât, quoi. Ça fait vraiment peur. Merci pour ton apport sur ça. Très très important, je trouve, et surtout super. Enfin, moi je savais pas tout ça en fait. C'est vraiment très très fort. Donc merci. On va passer comme toujours aux questions de personnes sur Instagram. Je me les étais notées. Donc du coup, quelques heures avant l'interview, je demande avec Sarah de faire un petit post sur l'explication de son métier, et puis du coup les abonnés Instagram posent des questions. Alors on a eu 4 questions. Et la première, c'était comment faire la différence entre l'estime et l'ego. Alors ça, c'est une question qui mériterait quelques pages de rédaction. C'est une grande question. Comment faire la différence ? Déjà, quelle est la nécessité de faire la différence entre l'estime et l'ego ? C'est la question que je poserai. C'est la première.
J'adore, tu re-questionnes. Je re-questionne, on peut appeler ça une fuite, mais au-delà de ça, c'est surtout, j'aurais aimé savoir quelle était la définition de l'ego de cette personne, parce que souvent, de manière générale, quand on pense à l'ego, on pense à quelque chose de négatif. Vous savez, c'est une histoire d'ego, par exemple. On entend souvent ce genre de choses, c'est son ego qui parle. Alors qu'en fait, l'ego, c'est ni bon ni mauvais. Si on prend l'ego au sens large du terme, c'est juste la conscience qu'on a de soi. Donc, je suis. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Donc, c'est la conscience d'être un individu à part entière, dans son entièreté. Donc, à partir de là, et ça, c'est ma propre... c'est pas une définition officielle, c'est mon propre regard sur la chose. Je dirais que l'ego et l'estime de soi, c'est intrinsèquement lié, finalement. Et que dans « je suis », il y a aussi mon estime de moi. Dans « je suis », il y a tout ce que je fais, tout ce que je sais être, tout ce que je sais faire. Et donc, il y a aussi tout ce que je m'aime, tout ce que je me vois et tout ce que je renvoie. Et puis, tout ce que je suis capable de faire, mes limites, etc. etc. Ouais. Donc, je dirais juste quelle est la définition qu'on donne à l'ego et juste se rappeler, l'ego, c'est pas mauvais. L'estime de soi, on sait que c'est bon. Mais l'ego, c'est pas le gros méchant, le petit diable et le petit ange. Et oui, ouais, c'est vrai. Au fur et à mesure, plus le développement personnel se fait, plus c'est vrai qu'on sent que c'est pas il n'y a pas de méchant et de gentil, entre guillemets, dans tout ça. Bon, re-questionne-toi, je ne sais pas qui tu es. Allez, re-questionne-toi sur... Et puis, je serais ravie qu'on en discute. Alors, une autre question. Je précise que cette personne est une femme. On m'a dit une fois, si tu pouvais te voir comme je te vois, alors justement, comment faire pour se retrouver et comprendre ce que l'autre voit en toi, mais qu'on refuse de voir et ou d'accepter? Il y a plusieurs questions dans cette question. J'adore. Alors ça, c'est des thématiques qui reviennent vraiment souvent dans l'accompagnement. La première chose que j'ai envie de dire, c'est, avant même de faire, c'est d'être conscient que ça va prendre du temps. C'est un processus qui prend du temps que d'accepter ce que dit l'autre de nous, de positif. Parce que souvent, d'accepter ce que l'autre dit de nous ou de négatif, c'est très facile à prendre en compte. Mais si vraiment c'est un travail que cette personne-là veut faire sur elle-même, moi, ce que je l'inviterais à faire, par exemple, ce serait peut-être d'écrire ce qu'on a dit d'elle, même si elle n'est pas d'accord, de le lire et de chercher, de se questionner sur ce qui a amené la personne en face d'elle à penser ça d'elle. Parce que, tu vois, si on dit de moi, par exemple, je vais dire n'importe quoi, il faut que je trouve un exemple. Mais si on me dit de moi, tout à l'heure dans les témoignages qu'il y a, j'ai entendu, il y a de la bienveillance, il y a de l'humour, tu vois, je peux dire, non, je me sens ni bienveillante ni drôle. Mais si je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que Stéphanie, par exemple, elle m'a trouvée drôle et bienveillante? Ça va me forcer à me regarder différemment, à prendre du recul sur qui je suis, comment j'anime, par exemple, les ateliers auxquels elle a assisté. Et dire, ah ouais, ok, c'est vrai que j'ai fait ça, et ça peut être, même si je suis pas d'accord, perçu comme étant drôle et bienveillant. Et si je suis pas d'accord, ça va me forcer à me questionner sur à quelle facette de moi j'ai fait appel. Oui. Et puis, potentiellement, je peux finalement me dire, oh, il a pas tout à fait tort. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, exactement. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi faire sur ce qu'on dit de nous de négatif. Parce que ça peut aussi faire beaucoup de bien de dire, ok, il a dit que j'étais hyper égoïste. Qu'est-ce qui peut faire qu'il m'a trouvé hyper égoïste? Ah, il avait peut-être pas tort, ou non, en fait, c'est pas du tout égoïste, c'est sa vision du monde qui fait que. Et ça peut aussi faire du bien. D'accord. Dans les deux cas. Troisième question. C'est un peu en lien aussi. Comment accepter un compliment qui est juste et vrai? J'aime bien les métaphores, et j'aime dire que les compliments, c'est comme des cadeaux. Et que des fois, on nous offre des cadeaux qu'on n'aime pas, qu'on n'avait pas envie d'avoir, et moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des cadeaux et de dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? En me disant... Maintenant, on peut les revendre, tu sais. Oui, maintenant, ça se revend beaucoup. Néanmoins, quelque chose qu'on fait peu, j'imagine, en tout cas que moi, j'ai jamais fait, c'est de dire tout de suite, non, j'en veux pas de ton cadeau. Oui. Et avec les compliments, pourtant, c'est souvent ce qu'on fait. On va nous faire un compliment, même si c'est juste et même si c'est vrai, pour tout un tas de raisons, tout un tas de facteurs, on va vous dire, mais non, tu te trompes. Ou alors on va dire, mais non, c'est toi qui es belle. Ou on va minimiser la chose, mais c'est la robe qui fait cet effet-là, etc. Et tout ça, c'est un petit peu des façons de refuser un cadeau. Et nous, du coup, on se retrouve sans cadeau. Dommage quand même, c'est loupé. Et puis la personne qui nous a fait ce cadeau-là, on lui a rendu son cadeau, et ça
ça vient la décrédibiliser aussi, ça vient briser un petit peu quelque chose, même inconsciemment, qui se crée entre nous. Donc je dirais la première étape, déjà, comme on le ferait avec un cadeau, c'est juste d'accepter le cadeau. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, tu prends le cadeau. T'es pas obligé de dire merci. Si c'est difficile de dire merci, que t'as l'impression de mentir, tu dis juste rien, mais tu le prends. J'ai entendu. Tu fais un sourire, ou voilà, pas une grimace, mais tu fais un sourire ou tu dis rien. Et je dirais que c'est sans doute la première étape d'apprendre à recevoir. Et après, on apprend à dire merci. Mais je pense que ça, c'est la seconde étape parce que déjà, on prend le cadeau et puis finalement, moi, il m'est arrivé de prendre des cadeaux en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Puis le laisser dans un placard et 3 ans après, je vais rouvrir le placard et je vais dire mais j'ai ça. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je trouve ça chouette. Et du coup, tout d'un coup, le cadeau prend tout son sens. Donc, évitons de revendre nos cadeaux et gardons-les dans notre petit placard. Un cadeau qui nous plaise pas sur le moment, mais qui peuvent nous plaire plus tard. Voilà, exactement. Les cadeaux de Saint-Valentin qui ont été faits il y a pas longtemps, gardez-les, même si c'est kitsch, on sait jamais. Ça vous fera peut-être plaisir de les revoir dans 10 ans. Exactement. Et de vous dire et de le remontrer aux enfants ou aux petits-enfants en disant regardez ce que papa il m'a acheté, ou ce que maman elle m'a acheté. Voilà. Non mais oui, c'est vrai. Juste on le reçoit et puis ça vient nourrir quelque chose. Le fait qu'on l'ait gardé, quand on garde quelque chose, dans un coin de notre tête, c'est là. C'est gardé. Quand on minimise ou qu'on renvoie, on se débarrasse du truc, on se débarrasse du paquet parce que on est confronté à quelque chose qu'on croit pas. Mais le fait de le garder, ça nous donne une opportunité supplémentaire, qui va prendre du temps aussi, mais une opportunité supplémentaire de commencer à y croire à un moment donné. D'accord. Très joli. Dernière question des abonnés Instagram. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à être ce qu'il est, EST, et veut entre guillemets, être et faire? J'irai d'abord l'interroger sur ce qui l'a fait hésiter, sur les peurs, probablement les doutes, les inquiétudes et les croyances qui font qu'elle n'a pas envie d'y aller, si c'est une femme ou un homme, d'ailleurs c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Et j'irai l'interroger pour qu'elle définisse la véracité ou non de ses croyances, ou qu'elle puisse du moins commencer à construire d'autres croyances qui vont lui permettre d'avancer. Évidemment, moi je prône être authentique et être vraiment soi, c'est toujours la meilleure solution. Mais attention, la notion que j'ai et qui est pas forcément reçue quand je vais dire ça, c'est ça aussi ça prend du temps, ça aussi c'est du travail, ça aussi c'est pas inné, ça non plus c'est pas acquis. Et donc ça commence par le fait de venir ramollir un peu ses croyances. Je dis pas qu'on casse tout, parce que j'ai horreur de ça, de dire on déconstruit les croyances. Non, juste on les ramollit, puis on vient ouvrir d'autres portes pour voir si on se mettait à croire qu'en étant un peu plus soi, ça serait pas un peu plus chouette, il y aurait pas quelques avantages. C'est sûr que c'est des changements qui font peur, et c'est des changements qui seront pas appréciés de tous. C'est clair. C'est une grosse sortie de zone de confort que d'accepter d'être soi dans un monde d'images. Et dans un monde de normes de manière générale. Donc, gros challenge. Mais c'est faisable, ça se travaille et ça fait du bien. Oui, ça fait totalement du bien. Merci pour toutes ces réponses et merci pour toutes ces questions. On va passer aux conseils que tu aurais, toi, à donner, puisque là, je t'autorise à donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le coaching, justement. Les erreurs qu'ils ont fait ou les choses que tu as faites, des choses comme ça. La première chose que je les invite à faire, c'est à chercher des écoles et à regarder. Il y a plusieurs écoles qui sont répertoriées au niveau RNCP et dans les fédérations nationales et européennes de coaching. Donc, je les inviterai déjà à faire une liste de ces écoles-là. Parce que pour moi c'est indispensable. En fait, ça me vient même pas à l'esprit de dire réfléchissez à être formé. C'est soyez formés. Soyez formés parce que vous l'avez entendu, on peut faire beaucoup de dégâts. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être contactée via Instagram par des personnes qui voulaient se lancer dans le coaching et qui, quand elles ont vu le budget et le temps des formations, m'ont dit finalement, je vais me lancer comme ça et on verra si j'en ai besoin après. Moi, je peux pas encourager ça, j'y arrive pas, je suis désolée. Donc, je dirais formez-vous.
dans les bonnes écoles, parce que des écoles de coaching non répertoriées, c'est toujours pareil, il y en a beaucoup, et donc ce ne sera pas des certifications qui vous garantiront une bonne posture, une bonne déontologie et un bon cadre. Et puis je dirais au-delà de ça, continuez votre démarche une fois que vous êtes formé. C'est sûr, c'est un investissement en temps et en argent, mais si on a le désir de bien coacher ses clients, je pense que c'est nécessaire. Une fois que vous êtes formé, je dirais rapprochez-vous de fédérations de coaching et puis engagez-vous dans un processus de supervision régulière par des pairs, par des coachs tuteurs qui vous permettront de prendre du recul aussi souvent que possible sur vos pratiques. C'est inconfortable, mais devenir coach, c'est accepter de se remettre en question et de remettre sa pratique en question tout le temps. Il y a des coachings que j'ai faits, si je les refaisais aujourd'hui, je les referais pas pareil. Et c'est pas confortable de me dire ça, mais c'est la réalité. Et donc je dirais ça, je conseillerais ça, je dirais formez-vous. Je sais que c'est difficile. Ouais, c'est ça. Et en permanence. Oui. Je comprends. Là, on en vient à l'une de mes dernières questions. Oui. Si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport justement à ton métier ? Je lui demanderais d'accélérer un petit peu la réglementation du métier, de mettre un petit coup de pied là-dedans, parce que on l'a déjà évoqué, il y a plein de dangers, de dérives. Et puis je lui demanderais surtout une entrevue avec un ministre de l'Éducation pour pouvoir aller pour pouvoir ajouter au programme scolaire, en tout cas, une matière de la petite à la plus grande classe sur l'estime de soi. Parce que ça me semble être un gros trou dans notre éducation nationale. Et pourtant, ça me semble... je suis désolée de le dire parce que je le pense, mais l'estime de soi, ça me paraît tellement plus important que bon nombre de matières et d'activités qu'on fait des tout petits. Et je crois que si chaque enfant et chaque adulte ressortait de l'école ou de la faculté en s'aimant, en s'estimant, et le monde serait franchement complètement différent. Vraiment, totalement. Quand moi je vois, je pense que toi aussi, quand tu es un peu dans un éveil, tu vois que ton enfant il a déjà des petites choses où il a plus confiance en lui parce que tu lui apportes quelques petites choses, mais tu le laisses réfléchir. Alors moi il a 5 ans. Donc je le vois de plus en plus. Il y a des choses où il me dit certaines choses et je me dis il a déjà vraiment conscience. Et je sais qu'à l'école malheureusement les enseignants n'ont pas cette possibilité. À la crèche elle l'avait, les livres sur les émotions etc. Ça joue beaucoup. Elle leur offre la liberté. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir une crèche géniale où il avait cette possibilité de s'exprimer les émotions, de parler. Et il a eu des maîtresses aussi qui lui ont permis de communiquer même quand il y avait des conflits dans la classe. C'était très drôle l'année dernière en moyenne section, c'était ça. C'est quand il y avait des conflits, on communique, on ne se tape pas, voilà. Mais c'est un professeur, c'est pas tout. Effectivement, il faudrait une matière totale où on se dit, on fixe entre guillemets des protocoles sur l'apport sur ça. Mais bon, ça va prendre du temps, je pense. Oui, mais non, parce que quand j'aurai mon rendez-vous avec le président, il va être convaincu. Oui, mais oui, totalement, c'est exactement ça. Du coup, je vais te poser ma dernière question. Aujourd'hui, Sarah, est-ce que, en fait, il y en a deux, j'avoue, parce que c'est toi et que du coup, on parle d'estime de soi. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes et aujourd'hui, est-ce que tu t'estimes ? Je réfléchis à l'ordre dans lequel je vais répondre. Je vais prendre ton ordre. Je vais dire que je m'aime. Je vais dire que je m'estime, oui. Je vais dire que je m'estime complètement même, mais que comme tout le monde, il y a des moments où je m'aime bien moins que d'autres et que c'est complètement normal et que ce qui me rassure et ce qui me permet de garder une bonne estime de moi, c'est que je n'ai jamais rencontré personne qui s'aimait, quoi qu'il advienne, H24, dans tous les domaines. Donc, c'est ça. Il y a des moments où je vais avoir très confiance en moi, il y a des moments où je vais avoir une mauvaise confiance en moi, il y a des moments où je vais m'aimer très fort et puis des moments où je vais savoir me dévaloriser comme tout le monde. Et puis il y a des moments où je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire mais t'es canon. Et puis il y a des moments où je vais regarder dans le miroir et je vais faire oh là là, je vais me coucher. Et c'est normal. Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Et je pense que c'est ça qui fait de moi une super coach pleine de défauts. Mais si j'étais parfaite, mon Dieu, que ce serait difficile pour moi de me projeter un petit peu dans l'univers du monde.
Oui, totalement. Et tu sais quoi, en préparant l'interview, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, juste avant d'enregistrer, j'ai écouté la chanson d'Alicia Keys, Superwoman. Et je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est une chanson qui me parle et qui, je sais pas, au moment où vraiment je l'ai préparée, je me suis dit, ah ouais, on est toutes des Superwoman, en fait. Et d'écouter des petites chansons comme ça, je trouve que ça apporte et je trouve que c'est ce que tu nous apportes. Des Superwoman. Super. Avec plaisir. Je trouve important de dire que finalement, apprendre à s'estimer, c'est pas devenir parfait, c'est juste s'accepter avec son bouquet de défauts et son bouquet d'imperfections et de petits reliefs. Et donc, si je suis imparfaite et qu'il y a des jours où c'est moins ensoleillé que d'autres, c'est normal, c'est OK. Je voulais donc finir sur cette dernière question parce qu'en fait, j'ai un dernier vocal surprise à te faire écouter. Je te le mets de suite. OK. Petite surprise, petit vocal pour la jolie Sarah. Sarah que j'ai eu la chance de rencontrer durant mes études de coaching, qui a tout simplement illuminé mes études. Sans elle, je pense que je n'en serais pas là. On s'est énormément soutenus avec une autre amie qui s'appelle Marina. On est devenus un peu le trio de l'enfer, toutes les trois. Et clairement, c'est grâce à elle que j'ai passé des magnifiques études. On s'est soutenus envers et contre tout. Et donc, je profite de ce petit vocal pour lui faire un énorme bisou, lui dire que je tiens énormément à elle. Vraiment, ça fait partie de mes plus belles rencontres de 2022 et que elle incarne tellement ce qu'elle fait. Elle est tellement sincère et authentique dans sa démarche que franchement, je ne peux que vous la conseiller. Il y a vraiment une vraie authenticité. Elle fait tout de A à Z. Tout ce qui est préparation, les petits modules. Elle passe des heures sur Canva à vous préparer des choses sublimes. Voilà, une seule chose à retenir, Sarah, c'est l'authenticité et un vrai rayon de soleil. Voilà. Je préférais te demander comment tu t'aimais et tu t'estimais avant, parce que je sais que des fois c'est difficile après de parler après des témoignages comme cela. Donc c'est le témoignage d'Héloïse, d'une amie à toi, qui, rien n'arrive au hasard, qui a commencé à discuter avec moi suite au post pour les questions. Et puis je me suis dit, elle m'a dit à très bientôt, et en fait je me suis dit, mais attends, allons voir qui est cette personne. Et donc j'ai commencé à discuter avec elle et elle m'a envoyé ce très joli vocal. Voilà. Oui, c'est une pépite, Héloïse. C'est drôle. Je m'attendais pas à l'entendre là. Elle est coquine. Mais oui, Héloïse, c'est une pépite. Et puis c'est vrai que ça fait partie de ces belles rencontres de la vie. Je suis pas du tout. D'ailleurs, je t'avais pas donné son prénom, mais je t'ai déjà parlé d'elle. Et puis je suis pas du tout surprise de ces mots, dans le sens où c'est vrai ça fait partie de ces relations qu'on peut nouer, où on part tout de suite en disant ok, je suis pleine de défauts justement, je viens avec ce que j'ai, c'est ça. Et elle, c'est pareil, elle est venue avec ses bagages en disant ok, je suis pleine de ça aussi, je suis pleine de défauts aussi, c'est même pas les mêmes en plus, donc imagine le truc, mais je viens comme je suis. Et c'est des très belles rencontres. Elle fait partie d'un groupe effectivement avec qui on fait c'est ce qu'on appelle des groupes d'échange de pratiques collectives, mais c'est aussi une amie. Oui. Elle, clairement, et voilà, c'est ces personnes-là qui me donnent aussi, quand il y a des coups de mou, parce qu'il y en a, envie d'y aller encore plus, parce que c'est vrai, Héloïse, elle fait partie, et Marina aussi qu'elle a évoqué, font partie de ces personnes qui sont depuis le début à fond derrière mes projets. Même quand il y a des moments où on me dit de manière très raisonnable et très raisonnée, oh là, lève le pied un petit peu avec ta créativité et tes licornes. Et elles sont là, mais non Sarah, vas-y avec tes licornes et ta créativité et tes paillettes. Et puis et elles ont raison, parce que ça se passe bien. Donc merci pour ce témoignage. Et avec plaisir. Merci à Héloïse. Je vais vous dire, j'espère que cette écoute a été magnifique. Moi, j'ai apprécié beaucoup cette petite heure avec Sarah. Je vous dis à très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.
Amour.